François de Rugy, bonjour. Bonjour. Donc député de Loire-Atlantique, pas besoin de Tipeee en Bavière, député LREM, auteur de Du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie, un livre passionnant qui sort chez Plomb, qui remet beaucoup d'idées en place sur l'écologie aujourd'hui, et ancien ministre, mais d'ailleurs il est ministre de quoi? Ministre de la transition écologique, mais vous le dites dans le livre, vous n'aimez pas tellement cette appellation, vous auriez préféré ministre de l'écologie, pourquoi? D'ailleurs, c'était le titre complet, c'était ministre de la transition écologique et solidaire. Voilà. Et on aurait pu en rajouter fraternelle et ainsi de suite. Bon, moi, j'aime bien qu'en politique, on dise les choses comme tout le monde. Et donc, le ministre de l'écologie, il s'occupe d'écologie. Donc, le plus simple, c'est qu'il s'appelle ministre de l'écologie. D'ailleurs, transport et énergie, vous auriez voilà, bien parce ça. que c'était le champ de travail de ce ministère. Mais le flou était tel que le Premier ministre, Édouard Philippe, parfois dans les questions d'actualité, par exemple, à l'Assemblée, m'appelait le ministre des transitions. Alors, je lui dis, la prochaine fois, tu vas dire que je suis un ministre en transition. Et donc, je préfère qu'on dise les choses simplement. Et donc, il y a le ministre de l'économie, il y a le ministre aussi de l'écologie. Et sans transition, vous dites que la France est parmi les pays ambitieux, qu'elle est classée comme ça au niveau européen. C'est-à-dire que notre bilan serait bon. Mais pourquoi les Français n'en sont pas conscients ? Bon, ça, c'est un sujet récurrent dans plein de domaines où on pense toujours qu'on est moins bon que les autres et que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais dans le domaine de l'écologie, je pense qu'on reste vraiment sur des vieilles images sur lesquelles, par exemple, l'Allemagne est le pays leader en Europe. Et notamment parce qu'il y aurait les Verts allemands qui seraient plus puissants, etc. Ce qui est vrai. Et puis le civisme allemand. Oui, mais en réalité, quand vous allez dans des négociations européennes sur des sujets écologiques majeurs, moi j'ai mené la négociation pour la France sur la question des émissions de CO2 des voitures. Eh bien, c'était vraiment l'Allemagne qui était le pied sur le frein, qui défendait son industrie automobile en ayant le moins d'ambition possible. Et c'était la France qui était à la tête, en effet, du groupe des pays ambitieux. Avec des résultats, on a réussi à entraîner une partie de l'Europe où on est quand même les idéalistes de la bande. Eh bien, le journal Le Monde avait fait un article après en disant ah mais les négociations sur les émissions de CO2 c'est comme le football, c'est un jeu où l'Allemagne gagne toujours à la fin. Eh bien non. En l'occurrence, c'était totalement faux puisque le résultat de la négociation, c'est que c'est le point de vue français avec une petite bien sûr négociation avec un petit compromis qui l'a emporté. L'Allemagne a été d'ailleurs mise en minorité. Nous avons réussi d'ailleurs à fédérer des pays très variés. À l'époque, il y avait encore le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, donc des grands pays producteurs d'automobiles, mais aussi des pays de l'Est. Et c'est ça qui permet de progresser. Et au passage, ça permet aussi de dire que dans ce domaine, on agit et on a des résultats. Parce que les voitures d'aujourd'hui, elles émettent moins de gaz à effet de serre que les voitures d'il y a 10 ans. C'est un résultat concret. Et en matière d'écologie, on ne valorise pas assez les résultats. Ministre de l'économie, ministre de l'écologie, et vous le dites, page 130, il faut faire marcher main dans la main économie et écologie. C'est presque votre philosophie. Mais n'est-ce pas illusoire? L'économie, ça sera toujours le profit, le profit, le profit. Ça, c'est la vision d'une partie de la gauche, d'une partie des associations de gauche ou écologistes. C'est notre cerveau marxiste, mais c'est vrai aussi que beaucoup de capitalistes fonctionnent comme ça. Je vous reconnais bien là, monsieur Barbier. Mais ceci dit, plus sérieusement, oui, c'est une opposition qui est sans cesse, d'ailleurs, à mon avis, un peu mise en scène, à la fois parfois par des milieux économiques. Et je leur ai souvent dit aux chefs d'entreprise, vous vous plaignez de l'écologie alors qu'en réalité c'est une opportunité. Mais aujourd'hui c'est encore plus mis en scène par des milieux associatifs ou politiques qui revendiquent d'avoir un peu le monopole de l'écologie, qui à mon sens ont un peu pris en otage l'écologie dans le débat politique français. Et c'est dommage parce que aujourd'hui il y a plein d'exemples qui montrent que l'écologie passe par les entreprises, elle doit passer par les entreprises. Je parlais de l'automobile. Comment imaginer qu'on transforme l'industrie automobile si les grandes entreprises mondiales de l'industrie automobile, et nous en avons 2 en France en plus, ne sont pas partie prenante? Et elles le sont d'ailleurs. Donc il faut absolument en effet faire marcher main dans la main écologie et économie, même si c'est un peu plus difficile. Exemple concret, les carburants sont en forte hausse actuellement. Que faut-il faire? Se réjouir, comme le fait Sandrine Rousseau? Faut que ça augmente encore pour que les gens abandonnent leur bagnole? Est-ce qu'il faut faire un chèque énergie, baisser les taxes ou faire pression sur les distributeurs, comme le demande Barbara Pompili, votre amie, vous lui rendez hommage, celle qui vous a succédé. Oui, il se trouve que j'étais ministre quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a 3 ans. Et c'est vrai que je vois se répéter un petit peu certaines choses. Donc c'est normal, un gouvernement, il dit toujours au début, les distributeurs pourraient faire un effort, les pétroliers, on va dire que c'est de la faute de Total, etc. Mais la réalité, elle est assez simple. Les prix du pétrole augmentent sur les marchés mondiaux, fortement, tout simplement parce que la demande au niveau mondial augmente fortement avec la reprise économique. Est-ce que ça va durer? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va durer quelques semaines, quelques mois ou beaucoup plus? En général, ça ne dure que quelques semaines ou quelques mois. Néanmoins, moi, je pense qu'il faut prendre des mesures, en tout cas que l'on peut activer chaque fois que ça se produit, parce que ce n'est pas bon
pour les consommateurs, d'être là à guetter simplement les prix à la pompe et de se dire ça augmente, je vais peut-être changer de voiture. Mais vous ne changez pas de voiture comme ça. Ça baisse, c'est pas la peine que je change de voiture. C'est dommage. Donc il y a un mouvement général dans le temps. En effet, le prix des énergies fossiles, dont le pétrole, va augmenter. Mais il vaut mieux lisser. Et donc à certains moments, il faut être capable de baisser temporairement les taxes, puis à d'autres moments de les réaugmenter. Les faire flotter, c'est votre choix. Pour avoir, non, justement, il faut pas que ce soit flottant sur le marché, il faut que ce soit vraiment une volonté politique et qu'on en ait les outils que nous n'avons pas aujourd'hui d'ailleurs. Contre tout ce qui est énergie fossile, évidemment, il y a les énergies renouvelables. Quelle est votre position aujourd'hui sur le débat éolien? On voit une certaine France se dresser contre les éoliennes, ça détruit les paysages. Il faut les écouter? Il faut toujours écouter tout le monde, évidemment, et reconnaître qu'une éolienne a un impact paysager. Ça ne sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. Mais aussi sur les déchets, vous le décrivez dans le livre. Mais voilà, et que c'est difficile à recycler, etc. Mais ceci étant, il faut faire des choix. Il n'y a aucune façon de produire de l'électricité qui n'aura aucun impact sur l'environnement. Ça n'existe pas. Aucun impact visuel, ça n'existe pas non plus. Une centrale nucléaire que vous avez dans votre champ de vision, elle se voit de loin. Les pylônes de transport de l'électricité à haute tension, c'est 220 000 pylônes en France. Il y a aujourd'hui 7 à 8 000 éoliennes et on vise d'en avoir 15 000. Donc il faut aussi garder le sens de la mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une politique énergétique pour l'électricité qui soit mixte avec le nucléaire, qui est un atout face au défi du climat, zéro émission de CO2, et aussi les énergies renouvelables. Il ne faut pas opposer les unes aux autres, il ne faut pas dire on va faire 100% nucléaire ou on va faire 100% renouvelable. Dans aucun cas, ce ne serait ni réaliste ni bon pour la France. Alors, une partie de votre livre importante est consacrée au vert, à l'écologie politique en France, à vos anciens amis. Une question presque personnelle. Vous rendez hommage dans le livre à Jean-Vincent Placé, vous restez fidèle en amitié à cet homme qui s'est un peu perdu dans son combat politique. Il n'est pas le seul. Tous ces leaders verts qui ont émergé puis qui ont disparu. Qu'est-ce qui se passe chez les Verts pour qu'on ne puisse pas s'inscrire dans la durée? Voynet, Wechter, Duflot. Vous êtes quelque part, vous, un survivant. Il y a en fait un problème de culture politique. La culture politique des Verts, elle est à la fois hostile à la question du leadership. Donc c'est d'ailleurs assez paradoxal que les Verts veuillent toujours avoir un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle qui est vraiment l'élection du leadership par excellence, alors qu'ils sont contre la culture du leadership et chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, ils essayent toujours, sinon de la couper, en tout cas de la rabaisser. Et puis il y a un autre problème, c'est que c'est le rapport à l'exercice des responsabilités. Et c'est là que je dis passer de l'écologie du dire, de la proclamation, de la dénonciation, de la contestation, de l'opposition, à l'écologie du faire, à l'écologie de l'action, que moi je revendique. Gémir, vous dites. Eh bien, oui, évidemment que c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez avoir des slogans un peu moins simplistes. En tout cas, ils ne résistent pas à la réalité. Et ça, chez les Verts, aujourd'hui, ça reste un problème majeur en France. Moi, je ne crois pas un instant que les Verts veuillent exercer les responsabilités. Yannick Jadot, au ministère de l'Écologie, il ne tient pas une semaine avec le programme d'Europe Écologie Les Verts. Vous ne le citez pas dans votre livre. Est-ce que vous ne faites pas quand même crédit à Yannick Jadot d'être capable peut-être de changer les Verts de l'intérieur pour en faire un parti de l'agir dans une mutation comme ont connu les Allemands et Joschka Fischer? Je n'y crois pas du tout parce que quand il y a eu ces débats pour désigner le candidat ou la candidate des Verts à l'élection présidentielle, au lieu de dire, voilà, il y a deux visions de l'écologie, comme moi je le pense, ou même peut-être plus que deux d'ailleurs, mais moi je pense qu'il y a une vision qui est de fait plutôt tournée autour de la décroissance, qui dit plus ou moins son nom, mais ça revient à cela. Quand vous vous opposez à tous les projets de développement, ça finit en décroissance. Il y a une vision que moi je défends, que j'estime fondée sur la raison. Oui, c'est bien de défendre la raison dans notre débat politique plutôt que la déraison, et qui est fondée sur la science et le progrès. Eh bien, au lieu de dire cela, il a dit « Ah, mais moi aussi, je suis aussi radical, parce que j'ai été à Greenpeace. » Pour gagner la primaire. Pour gagner la primaire. Ah oui, mais il faut poser les débats. Et ils ont dit « On est tous d'accord sur l'écologie. » Mais c'est bien ça le problème. C'est que leur programme écologique n'est pas fondé sur la science, il n'est pas fondé sur l'innovation technologique. C'est souvent le refus de l'innovation technologique qui les caractérise. Et alors le développement économique est vu comme quelque chose de mal. Néanmoins, est-ce que Yannick Jadot n'est pas le meilleur vaccin contre la maladie du gauchisme? Vous la décrivez page 47, vous y revenez page 188, page 205. L'écologie gangrenée par le wokisme, la cancel culture, le terrorisme intellectuel de certaines officines. Jadot résiste mieux que les autres? En tout cas, ce que j'avais analysé quand j'ai quitté Europe Écologie Les Verts il y a 6 ans, malheureusement, a continué à se vérifier. Et alors, les débats autour de leur primaire a été, de ce point de vue-là, un festival. Et en effet, l'addition de tous ces combats, par ailleurs très minoritaires, très marginaux, en effet importés des États-Unis,
qui ont tous en commun d'être dans la radicalité, l'extrémisme, eh bien, on verra si les liens sont clairement coupés avec cela ou pas. J'ai des doutes parce que je sais que ça existe depuis fort longtemps et je pense que ça éloigne un certain nombre de Français de l'écologie et que ça finit par devenir ce cartel vert, encore une fois fait d'un parti politique et d'associations, finissent par être un frein au changement écologique et qu'il faut absolument que les questions écologiques, la volonté de relever les défis écologiques soient pris par tout le monde et notamment plus encore qu'aujourd'hui par le parti majoritaire. Alors on a l'impression en France que les combats écologiques avancent par les associations, par les ONG, organisations non gouvernementales. Vous battez en brèche assez efficacement ce credo, parce que pour vous les ONG, c'est une espèce de vérité d'évangile qu'on absorbe tout cru. Oui, souvent elles mettent en avant un symbole, un totem, donc c'est un combat. Et alors elles disent, tant qu'on n'a pas traité ça, on n'a rien fait. Mais en fait, une fois qu'on l'a traité d'ailleurs, parce que souvent le politique finit par céder à la politique des symboles, etc. Eh bien on se rend compte que non, on n'a rien traité du tout. C'est pas parce qu'on a abandonné un projet symbolique, Montagne d'Or en Guyane, Europacity au nord de l'Île-de-France, Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, qu'on a réglé les problèmes de fond qui se posent en matière de climat, en matière de biodiversité, d'eau, etc. Et je dis même que dans un certain nombre de domaines, ça nous fait reculer parce que ça bloque même le débat. C'est le cas en partie sur le nucléaire. Il y a tout un tas de gens qui pensent qu'on ne peut pas faire d'écologie si on utilise le nucléaire. Et pourtant, dans le défi du climat, c'est un atout. Dans le domaine de l'eau, il y a plein d'autres exemples aussi. Donc, il faut absolument que le débat politique ne soit pas uniquement, les termes du débat ne soient pas uniquement fixés par ces ONG. Une question d'actualité aux députés. Le pass sanitaire va être prolongé jusqu'au mois de juillet sans clause de revoyure au Parlement. Le Parlement est un peu court-circuité. Oh, il y a des débats au Parlement depuis le début de la crise Covid et il y en aura évidemment dans le futur. On aime bien jouer à se faire peur. De quoi a-t-on peur? Qu'on puisse traiter plus rapidement la crise s'il y avait une nouvelle flambée de l'épidémie, s'il y a un nouveau variant qui résiste au vaccin. Il faut au contraire se donner les moyens de ne pas être sur la défensive et de ne pas être obligé de convoquer le Parlement et que ça prenne 1 mois ou 2 mois quand il y a une flambée de l'épidémie. Donc c'est une bonne chose. Au contraire, moi je trouve qu'il faut tirer les leçons de cette crise Covid en disant voilà comment on est capable de s'adapter rapidement à des crises. Et ce sont des leçons d'ailleurs qui peuvent servir aussi pour l'écologie. François de Rugy, du pouvoir des homards, mais surtout de l'écologie, c'est chez Plomb et c'est passionnant. Merci, bonne journée. Merci.